Les pays de l'AES vivent les derniers, ou alors dis l'achèvement du processus de retrait de la CEDEAO. Aujourd'hui, l'on se pose la question, quelle opportunité cela ouvre-t-il pour l'AES, mais aussi comment expliquer, quelle est la raison du large soutien de la société civile à cette décision des États de l'AES. On fait le point sur cette situation aujourd'hui avec Boukari Ouedraogo, leader d'opinion de la société civile burkinabé. Boukari Ouedraogo, bonsoir et bienvenue sur le plateau de On fait le point. Bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs de médias. Voilà, alors Boukari, le 28 janvier, les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, donc, qui est votre pays, ont officiellement quitté la CEDEAO. La décision a été prise le 28 janvier 2024 et a entré en vigueur à la fin voilà, de l'année. Auparavant, le ministre malien des Finances, on s'en souvient, Alousseini Sanou, avait déclaré que son pays perdait 120 milliards de francs CFA par an en raison de son appartenance à la CEDEAO, et que le fait de quitter l'organisation augmenterait le budget du Mali de 21 milliards de francs CFA. Comment est-ce que vous évaluez, Boukari Ouedraogo, le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO aujourd'hui et quelles seront, selon vous, les conséquences sur le plan économique pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali? Alors, pour nous, en tant que membres de la société civile burkinabé et de l'AES de manière générale, et la décision de quitter la CEDEAO est venue au moment où il le fallait. Il faut dire que depuis longtemps, vu la direction, la déviation que la CEDEAO a pris vis-à-vis de ses engagements du départ, les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger demandaient également avec d'autres peuples, les autres pays, même membres encore de la CEDEAO, demandent également à ce que la direction soit corrigée ou les pays quittent la CEDEAO pour ne pas, en tout cas, tomber vraiment dans le piège du néocolonialisme, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, concernant le budget que le ministre a fait cas au niveau du Mali, il faut dire que la CEDEAO, il y a des prélèvements sur les importations des pays non membres de la CEDEAO. Et ces prélèvements-là, ce sont des frais qui sont versés dans la caisse de la CEDEAO pour permettre le fonctionnement de la CEDEAO. Et donc, quand on économise ces frais-là et qu'on verse dans la caisse de chaque pays membre de l'AES qui s'est retiré, ça fait quelque chose de plus sur son budget. Je pense que c'est de ça que le ministre faisait donc cas dans cette sortie. D'accord. Alors, pensez-vous, Boukari Ouedraogo, j'allais dire, selon vous, est-ce que cette sortie, ce retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO aura ou alors a des conséquences sur le plan économique? Si oui, lesquelles? S'il y a des conséquences, nous disons que ce sont des conséquences positives pour les pays de l'AES parce que, comme je le disais au début, il y a des contributions. Et il y a des contributions dites exceptionnelles lorsqu'il y a des projets concernant la CEDEAO. Maintenant, vu que la CEDEAO ne répond pas aux besoins des pays membres, ne répond pas également aux besoins des attentes, en tout cas aux attentes des populations des pays membres, je pense qu'on ne peut avoir que des conséquences positives, des avantages en quittant la CEDEAO. Quand on regarde également en matière d'économie, vous allez regarder par exemple la monnaie, le franc CFA. Vous allez comprendre que récemment, on a même essayé de quitter le franc CFA pour aller à une nouvelle monnaie qu'on appelait ECO. Mais vous allez voir que Alassane Dramane Ouattara, par son influence au niveau de la CEDEAO, a su peser de son poids en complicité avec le président français pour nuire
à la mise en circulation de cette monnaie. Donc, il faut dire qu'en quittant la CEDEAO, les pays de l'AES prennent leurs responsabilités et leur liberté totale pour prendre les décisions librement concernant le développement économique et la direction politico-économique de les différents pays. D'accord. La CEDEAO, Boukari Ouédraogo, a averti à plusieurs reprises que le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel entraînerait une déstabilisation et une détérioration de la situation en matière de sécurité. Des propos qui peuvent être perçus comme un avertissement, mais qui ont aussi été perçus par d'autres comme quelque chose de plus, comme une menace visant d'ailleurs notamment à saper l'autodétermination de ces pays, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Niger et le Mali. La CEDEAO a également affirmé, il faut également le dire, son soutien au président pro-français évincé Mohamed Bazoum par des moyens militaires, mais elle n'est pas allée au-delà des simples menaces. Est-ce que, Boukari Ouédraogo, est-ce que la CEDEAO représente une menace pour l'AES? Pour nous, c'est carrément le contraire. Et c'est l'AES qui constitue une menace pour la subsistance de la CEDEAO. Et c'est pour cette raison-là que vous allez voir l'excitation des garants du néocolonialisme français dans la sous-région s'exciter et faire toutes ces sorties juste dans le but de faire peur à nos leaders qui ont pris les décisions de partir et de rompre avec le néocolonialisme à travers la CEDEAO. Donc, la naissance même de l'AES, comme je le disais, est une menace pour la subsistance de la CEDEAO qui ne répond plus aux attentes du peuple. Donc, si une organisation naît à côté de la CEDEAO, non seulement les membres de cette organisation jetaient un plus pour la CEDEAO qui se retire, mais également la réussite de cette nouvelle organisation pourrait engendrer des adhésions d'autres pays venant également de la CEDEAO. Et donc, cela pourra engendrer progressivement la disparition de cette institution néocoloniale qu'on appelle CEDEAO. Et quand vous allez également regarder la sortie même de l'AES de la CEDEAO, à l'approche de la sortie, vous allez voir que il y a eu plusieurs, il faut dire une série de menaces, comme vous l'avez si bien dit, de ces dirigeants contre les pays membres de l'AES. Et donc, c'est une manière de nous faire peur, de nous faire croire que si on ose faire le pas, on risque de disparaître. Mais en réalité, c'est une menace et même ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre en application parce que tout le monde sait quand même que ces trois pays sont des pays qui sont en guerre il y a au minimum 10 ans pour chacun. Et donc, avec des armées aguerries, avec de nouveaux dirigeants engagés qui ont pu, en tout cas, outiller les armées de logistique consistante qui les permet de faire face à toute menace. Donc, les dirigeants de la CEDEAO savent bien que attaquer l'AES, c'est vraiment se mettre vraiment en danger. C'est trop osé. Donc, ils se sont limités qu'aux menaces, puisqu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment partir au Niger et puis réinstaller Bazoum, comme il le disait verbalement. Alors, Boukari Ouédraogo, certains estiment que la CEDEAO pourrait disposer de moyens de pression sur les États de l'AES. Est-ce que vous partagez cet avis? Ce sont des moyens inefficaces que la CEDEAO a déjà épuisés. Avant même le départ de l'AES de la CEDEAO, vous allez voir que le Mali a fait plusieurs mois, pour ne pas parler d'années, de sanctions. Le Niger en a fait face également, le Burkina Faso en a fait face. Et toutes sortes de menaces et de sanctions, nous avons survécu.
Donc, je ne vois pas ce que la CEDEAO peut brandir encore pour faire peur aux pays membres de la CEDEAO. Les peuples sont déjà habitués, ils sont beaucoup résilients, ils ont compris la cause et donc, je ne vois pas où la CEDEAO peut constituer une menace réelle pour la CEDEAO, pour l'AES en dehors des sorties, comme on appelle, publiques. Alors, la CEDEAO, on le sait, dispose d'une force armée collective qu'on appelait les Comores, qui a d'ailleurs été dénoncée plusieurs fois pour justement ne pas être utilisée quand il le faut pour défendre les peuples. Le 6 février, le président de la période de transition du Mali, Assimi Goïta, qui est également le président en exercice de l'AES, a déclaré son engagement à créer une structure de sécurité unifiée dans le cadre de l'AES. D'ailleurs, une structure qui a commencé déjà à agir sur le terrain. Alors, comment évaluez-vous, Boukari Ouédraogo, les perspectives de création, j'allais dire, comment cela pourrait contribuer, à résoudre les problèmes de sécurité de la région? Il faut rappeler d'ailleurs que les pays membres de la CEDEAO, de l'AES, sont membres également de l'ONU, membres également de l'Union africaine et membres de la CEDEAO. Et donc, les pays membres de toutes ces institutions qui font face à des menaces criminelles depuis, pour certains, plus de 10 ans, qui n'ont eu le soutien d'aucune de ces institutions, qui aujourd'hui décident de mettre en place une nouvelle dynamique que le peuple pense que ça pourra aider à enfin finir avec l'insécurité, qui est tout de suite là attaquée par ces mêmes institutions, et d'autres font cas de silence complice. Et donc, vous allez comprendre que l'AES, après avoir quitté la CEDEAO, savait qu'elle va faire face à des menaces organisées avec non seulement de la part des dirigeants qui veulent conserver le néocolonialisme et leur système, mais également en complicité avec des groupes terroristes qui sont déjà infiltrés dans nos différents territoires et positionnés par l'armée française qui était déjà sur notre sol, sous prétexte qu'ils sont venus nous aider à combattre le terrorisme, alors que c'était pour installer des cellules, dormantes, qui le réveillent au fur et à mesure, en tour de rôle, en fonction des besoins. Et donc, l'AES savait qu'il y aura toutes ces menaces-là organisées par ces institutions et ces pays complices et aussi des dirigeants de la CEDEAO. On ne peut pas dire que c'est la CEDEAO parce qu'on n'a jamais vu, après une rencontre, un rapport dans lequel on dit que les pays membres de la CEDEAO ont décidé d'attaquer l'AES. Mais quand vous regardez les sorties de certains dirigeants, vous voyez qui est plus engagé que qui dans ce projet. Et donc, il y a d'autres qui ont fait de cette lutte de la conservation et de la préservation du néocolonialisme dans la sous-région leur combat. Et donc, ces personnes-là sont capables même de comploter avec les terroristes, des groupes terroristes pour essayer de déstabiliser les pays de la CEDEAO qui ont osé dire non à l'impérialisme, dire non aux maîtres français. Et donc, eux se mettent à la tâche pour essayer de nous ramener à la case départ. Et donc, nos dirigeants ont créé cette force-là pour pouvoir faire face à ces menaces. Parce que vous allez voir que nos armées font déjà face à des menaces internes. Et donc, si, par exemple, les 5000 soldats de l'AES qui sont déjà actifs et qui sont en train de faire des preuves, en cas d'attaque, venant par exemple une attaque de type CEDEAO, comme les gars le disaient au début, nous avons au moins 5000 personnes bien outillées, bien armées pour faire face à eux. Et donc, les autres peuvent rester à leur position et continuer le combat contre le terrorisme, qu'on appelle ici les petits bandits, qui mènent souvent des attaques surprises dans certains coins de nos différents pays.
Alors, Boukari Ouedraogo, pensez-vous que dans les jours à venir, peut-être des semaines, on pourrait arriver à la formalisation officielle de ces structures de sécurité unifiées au sein de l'AES? Oui, il faut dire que c'est une armée qui est déjà opérationnelle. Voilà, donc chez nous, comme on le dit, la question de signature de papier n'est pas trop importante. C'est l'action qui importe. Donc vous allez voir que c'est une armée qui fait déjà ses preuves sur le terrain. Et récemment, ils ont mené une opération du côté du Niger conjointement. Et donc, ça donnait vraiment des bons résultats. Et c'est un message fort pour ceux qui veulent vraiment y faire face. Alors, le 28 janvier, des meetings de masse, Boukari, ont été organisés à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey pour soutenir la décision de retrait de l'AES de la CEDEAO. Les meetings et les nombreuses actions montrent que voilà, la société civile soutient les gouvernements de l'AES. Vous étiez d'ailleurs membre du comité d'organisation du rassemblement pour ce qui concerne le Burkina Faso, et vous avez pris la parole à sa tribune. Quelle est la raison de ce large soutien de la société civile au gouvernement du Burkina Faso, du Mali et du Niger? Il faut dire que depuis 2012-2013, le Mali est attaqué par le terrorisme. Il faut dire que le Burkina Faso, le Niger sont rentrés dans la danse au cours des années 2014, 2015, 2016 et les choses se sont intensifiées au niveau de tous ces trois pays autour des années 2017-2018. Et dès alors, le peuple a commencé à comprendre que ce n'est pas une guerre entre nos armées entre nos armées et des groupes terroristes. Non, c'est une guerre de recolonisation. Une guerre de recolonisation dont certaines personnes qui sont sur notre sol, sous prétexte qu'ils sont venus nous aider à combattre le terrorisme, sont en train d'alimenter dans l'ombre et font semblant dans la lumière de nous aider à combattre. Donc, le peuple a commencé à donner de la voix. C'est pour cela que vous allez entendre que le Burkina Faso et au Niger, nous avons fait cas de blocage d'un combat de l'armée française. Et nous faisons partie également de ceux-là qui ont initié ce projet de blocage de l'armée française. Et c'était juste pour leur donner un message. Et ce message était non seulement pour la France, mais également pour nos autorités qui nous empêchaient même de faire des regroupements, des dénonciations, des accords coloniaux, des accords militaires qui existaient entre nous et la France, mais également des actes injustes et confus, sinon, comment on appelle, les actions de double jeu que le peuple n'arrivait pas à comprendre sur le terrain. L'armée française est là, traverse notre sol paisiblement, mais quand nos militaires veulent faire un convoi pour aller quelque part, ils subissent souvent des attaques surprises, alors que l'armée française est là pour renseigner nos hommes. On s'est posé la question à un moment donné, s'ils ne renseignent pas plus les terroristes que de renseigner nos hommes, ils sont là pour nous protéger. Et donc, le peuple est conscient depuis ce moment, et vous allez voir que depuis 2018 jusqu'à nos jours, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, le peuple a multiplié des regroupements, des mouvements, des démonstrations de force pour essayer de faire comprendre aux autorités et à la France qu'ils doivent changer leur manière de faire les choses. Et malheureusement, nos autorités d'alors n'ont pas écouté. C'est pour cela qu'ils sont tombés et nous avons soutenu ceux qui sont venus pour dire qu'ils vont prendre nos aspirations en compte. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement que nous soutenons, mais c'est la dynamique, la vision que nous soutenons, c'est, comment on appelle, la politique en place que nous soutenons. Donc, il faut reconnaître que ces peuples-là sont résolument engagés pour la cause que défendent les dirigeants et non pour soutenir le gouvernement. Parce que s'ils changent d'avis, nous allons continuer avec nos objectifs, qui est de libérer totalement nos pays, non seulement de l'insécurité, mais également
du néocolonialisme qui nous empêche également d'être libres, d'être totalement libres, d'être indépendants, de prendre notre décision sur tout ce qui nous concerne, que ce soit politiquement, économiquement ou militairement. Finalement, Boukari Ouédraogo, quel est le rapport de la société civile burkinabé à la politique de la CEDEAO? Qu'est-ce qui explique cette attitude de la part de ces sociétés civiles-là? L'attitude de la société civile burkinabé vis-à-vis de la CEDEAO. Alors, vous allez voir que depuis que le Burkina Faso a attaqué, la CEDEAO n'a pas eu de réaction. Mais il n'y a pas eu de réaction concrète, il faut le dire clairement. Mais lorsque le président Roch-Marc Christian Kaboré, et voici un des éléments qui a fait tomber ce président dit démocratiquement élu. Il a été à une rencontre de la CEDEAO pour sanctionner le Mali. Et il a même pris parole. Je pense même que, bon, après même la rencontre, j'ai vu des publications sur la page de la présidence du FASO, voilà, qui félicite en tout cas cette prise de décision de sanctionner le Mali au nom de la démocratie. Et donc, vous allez voir que ça révolte le peuple. Ça révolte le peuple du moment que le Mali, sachant que Assimi Goïta est arrivé à une période où le dirigeant burkinabé était Roch-Marc Christian Kaboré, que l'on dit démocratiquement élu, puisque la démocratie, même nous contestons son existence maintenant. Et donc, à cette période, les actions, le peuple attend des actions concrètes, les actions concrètes qui, en tout cas, lui permettent d'espérer à son avenir, en fait. Et donc, quand on se retrouve avec des décisions qui ne vont pas vraiment, qui ne répondent pas aux attentes du peuple, on ne pouvait que s'entendre à des révoltes. Donc, depuis lors, les gens ont commencé à dénoncer vraiment la CEDEAO. Les gens ont commencé à dénoncer la CEDEAO. C'est depuis cette période-là, les gens ont commencé à dire même qu'on doit quitter la CEDEAO et que la CEDEAO doit disparaître. Et donc, jusqu'à ce que ce président-là tombe et un autre arrive, qui s'appelle Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui était également un autre pion de la France et qui refusait également de rompre avec la politique française. Et donc, nous avons également dénoncé cela. Donc, quand Ibrahim Traoré est arrivé et qu'il a pris la décision de défendre le pays, la CEDEAO a commencé à attaquer le Burkina. Donc, les gens, ça a révolté les gens. Parce que, bon, nous pensons que c'est ce que lui, il est en train de faire qui va nous sauver. Et vous avez soutenu ce que l'autre est en train de faire, que nous pensons que ça ne peut pas nous sauver. Du coup, nous voyons des ennemis. Donc, c'est pas le peuple du Burkina Faso qui se révolte contre la CEDEAO, mais c'est la CEDEAO qui a provoqué le peuple. Et le peuple maintenant a commencé à réagir contre la CEDEAO. Il faut dire que quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, à quelques jours après, la CEDEAO devait envoyer une délégation au Burkina Faso. Mais les gens ont bloqué les rues, ils ont encerclé l'aéroport pour ne pas que la délégation de la CEDEAO puisse atterrir au Burkina et atteindre la présidence pour voir les autorités du pays. Voilà, ça veut dire que les décisions prises contre la CEDEAO et tout ça, c'est eu égard la volonté du peuple. En tout cas, c'est la résultante, on va le dire, hein, de l'attitude de la CEDEAO qui ne se souciait pas du bien-être des peuples, du peuple burkinabé. Également. D'accord. Alors, on se souvient également, Boukari Ouédraogo, que lors des réunions du 28 janvier, la question du paiement par la France de réparation à ses anciennes colonies a été soulevée. Auparavant, les représentants du parti malien Corema ont déclaré à plusieurs reprises que le montant des réparations pour le Mali devrait être d'au moins 300 millions de dollars américains, 300 milliards, pardon, de dollars américains lors d'une conférence au Niger consacrée à la lutte contre les politiques néocoloniales occidentales et voilà, à la recherche de la justice pour les peuples africains. Il a été proposé de nationaliser les actifs français, en particulier les mines d'uranium, dans le cadre des réparations. Quel est le sentiment des hommes politiques et des militants de la société civile du Burkina Faso sur la question
des réparations, Boukari Ouédraogo? Sur la question des réparations au Burkina Faso, je pense qu'on trouvera rarement quelqu'un qui n'est pas d'accord. Parce que aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la colonisation était un crime. Et étant donné que la colonisation est considérée comme un crime, il faut au moins, c'est pas, cette somme, c'est pas pour payer la totalité du tort. Ça ne peut pas, en tout cas, nous enlever cette douleur du passé et du présent. Mais au minimum, ça peut nous soulager quelque part et aussi confirmer aux yeux du monde que même celui qui a posé l'acte accepte et reconnaît que c'est un crime. Parce que jusqu'à présent, nous ne voyons rien de la part de ceux-là même qui sont venus, qui sont quittés pour venir chez nous et commettre ces crimes-là. Et nous ne voyons rien qui prouve qu'ils reconnaissent même qu'ils ont commis des crimes contre notre peuple. Et c'est pour cela qu'il faut même pas regarder la somme. Voilà. Et le coût que l'on demande, mais maintenant, il faut regarder plutôt l'acte. L'acte qui va nous permettre vraiment de non seulement confirmer que la colonisation était un crime, et aussi reconnaître que celui qui a commis ce crime reconnaît ses actes d'hier et il pose l'acte en guise de pardon. Voilà. En guise de pardon, c'est un truc qu'on ne peut pas oublier, mais au moins le minimum là, c'est de reconnaître et payer ces réparations pour que nous puissions au moins l'utiliser pour permettre à ces peuples-là, ces peuples qui sont victimes-là, d'avoir au moins un peu de soulagement quelque part. En d'autres termes, la société civile du Burkina Faso, Boukari Ouédraogo, soutient l'idée de payer des réparations aux anciennes colonies françaises, mais seulement si cela vient d'un acte sincère en vue d'obtenir le pardon. Exactement, exactement. Il faut que ça soit sincère, voilà, parce qu'on ne peut pas venir nous payer cette dette coloniale-là et puis continuer de financer les terroristes pour essayer de nous combattre et continuer de mettre la pression sur une institution sous-régionale comme la CEDEAO pour essayer de faire tomber les pouvoirs révolutionnaires qui répondent aux aspirations du peuple. Alors, Boukari Ouédraogo, l'AES continue, il faut le dire aussi, de renforcer activement la coopération militaire et politique avec la Russie. En 2024, la Russie a renforcé son contingent d'instructeurs militaires au Burkina Faso et au Niger. Au Mali, plusieurs opérations de lutte contre le terrorisme ont été menées avec le soutien d'instructeurs militaires russes. Et en janvier de cette année, l'Africa Corps du ministère russe de la Défense a considérablement renforcé sa présence dans le pays. Que pense la société civile burkinabé du renforcement de la coopération avec la Russie? Il faut dire que la société burkinabé et la Russie, c'est une histoire de longue date. Depuis que nous avons compris que la guerre contre le terrorisme, en réalité, le terrorisme même n'est qu'une tentative de recolonisation de la part des gouvernements néocoloniaux, notamment la France. Et donc, le peuple a compris qu'il fallait changer de partenaire. Non seulement il faut que l'armée française quitte notre sol, mais également il faut une rupture avec ces pays. Et pour pouvoir travailler, il faut un partenariat avec un pays puissant qui peut vraiment nous permettre d'avoir, non seulement puisque nous n'avons pas suffisamment de la technologie, voilà, et pour pouvoir avoir de la logistique consistante pour faire face aux terroristes, parce que ce sont des grandes puissances qui sont derrière. La France est une puissance militaire qui soutient les terroristes. Donc, il fallait au moins avoir aussi des pays qui sont puissants militairement et puis sur le plan diplomatique aussi,
et sur le plan, comment on appelle, économiquement posé pour nous soutenir, pour qu'on puisse vraiment mener le combat. Parce que si on essaie de rompre, les gars vont essayer aussi de nous combattre. Et c'est ce que la France a essayé de faire lorsque nos pays ont essayé de rompre avec elle, surtout la rupture avec les accords militaires. Donc, depuis lors, le peuple burkinabé demandait aux dirigeants burkinabés de signer des accords avec la Russie. Et ça, c'est depuis les années 2018-2019 jusqu'en 2022, où le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir. Et les Burkinabés attendaient qu'il signe un accord avec la Russie. Et il n'est pas allé dans ce sens. Et nous avons fait une sortie, une marche meeting le 27 mars 2022 pour demander à nos dirigeants d'aller en Russie. Et c'est ce jour-là que nous sommes sortis avec les drapeaux de la Russie. Certaines personnes n'ont pas compris, disent que pourquoi le drapeau de la Russie devient plus nombreux au Burkina Faso par rapport même au drapeau du Burkina Faso. Ce jour-là, c'est un message que nous donnons à nos autorités, mais également aux autorités russes, parce que nous avons besoin de leur collaboration et que nous pensons que ça fait partie des collaborations les plus sincères que nous avons actuellement en matière de diplomatie au monde. Et donc, depuis lors, le peuple burkinabé a commencé à réclamer le partenariat avec la Russie. Et donc, comme les autres ont refusé, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé et vous allez voir que l'une de leurs premières sorties, c'est-à-dire lui avec ses proches qui ont fait le coup d'État, qui ont eu l'adhésion même du peuple, c'est lorsqu'ils ont dénoncé l'implication de l'armée française dans la tentative du président Paul-Henri Sandaogo Damiba qu'ils ont enlevé au pouvoir de ramener le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et le peuple s'est révolté parce que le peuple ne voulait plus de l'armée française depuis longtemps. Le peuple voulait d'autres partenaires et à leur arrivée, ils ont dit que non, ils vont trouver d'autres partenaires, vont diversifier les partenaires. Et c'est ce qu'attendait le peuple. Pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'à présent, certaines personnes même pensent que ce n'est pas suffisamment. Il faut aller au-delà parce que la Russie fait partie des pays les plus sincères en matière de partenariat, en matière de relations, en matière de lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité et aussi de lutte pour l'indépendance des peuples. La Russie a beaucoup contribué et même la France a été par moments soutenue par la Russie dans des situations difficiles. Et donc nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons compter sur la France qui nous a colonisés depuis longtemps et même qui continue de nous mépriser et que nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un qui nous a jamais fait du mal et qui a même soutenu les pays dits puissants comme la France dans le passé. D'accord. Boukari Ouedraogo, nous allons prendre une dernière question sur le sujet et sortir de cet entretien par là, puisqu'on parle de la Russie. Quelle est l'importance, vous, dans votre posture de leader d'opinion, membre de la société civile burkinabé, quelle est l'importance de l'aide militaire russe pour le Burkina Faso et l'Alliance des États du Sahel? Alors, l'importance de l'aide militaire russe, il faut d'abord savoir que l'armée française est ici avant même la naissance de nos États. Puisqu'ils sont venus, ce sont des royaumes même qui étaient là. L'État burkinabé est né aux yeux même des Français. Et donc, ils sont là, les terroristes sont venus les trouver ici. Donc, c'est eux-mêmes qui ont créé les terroristes. Du coup, si nous voulons lutter contre ce système, les Français sont beaucoup plus implantés chez nous, ils maîtrisent beaucoup plus le terrain, ils maîtrisent vraiment le terrain, ils sont beaucoup plus représentés à travers les ennemis qui sont les terroristes qu'ils ont instrumentalisés et puis postés un peu partout. Donc il faut forcément un pays fort, un pays qui a fait ses preuves sur comme on appelle, dans le domaine de la lutte contre l'insécurité et pour pouvoir espérer gagner. En plus de cela, il y a la logistique militaire. Il faut un pays qui a atteint un certain niveau de développement en matière de puissance, comme on appelle, de logistique, en matière vraiment comment on appelle, de puissance, voilà, de puissance militaire. Et donc,
Avec la Russie, nous, on a la formation, on a la logistique et il nous permet aussi le renseignement. Donc, vous allez voir que tous ces éléments regroupés, la France, dans son ambition, dans son objectif de soutenir les terroristes pour continuer de nous nuire, se retrouve en difficulté. Et donc, du coup, ils sont obligés de se retirer et c'est ce qui a fait qu'ils sont partis facilement. Sinon, si on n'avait pas la collaboration avec la Russie, ça allait être très difficile de pouvoir même faire partie de l'armée française de nos territoires. D'accord, voilà, merci à vous, hein, Boukari Ouedraogo. On va mettre un terme ici à cet entretien. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout en rappelant bien sûr à nos téléspectateurs que vous êtes leader d'opinion, membre de la société civile au Burkina Faso. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir regardé cet entretien de bout en bout. On fait le point, s'achève ici pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir.